Alors, je me rends compte que j'ai que des trucs après, peut-être pas aussi bah, évidemment pas aussi terribles, mais, j'avoue que la première partie du live était un peu, cool et là, j'ai introduit la deuxième partie du live un peu, moins cool, mais vraiment avec le truc du suicide. Je suis vraiment doué. Hem, Parce que alors du coup après j'ai 2 trucs sur le covid et comment ça affecte le cerveau. Un truc sur, l'objectivation et la déshumanisation, un truc sur la chaleur et la perturbation de la santé mentale que ça peut avoir et c'est quoi ça? Ah oui, un truc de, un truc, intestin, enfin un truc, encore de la neuro, mais cette fois qui s'intéresse à la connexion entre, les intestins et le cerveau. Alors je veux juste vérifier un truc. OK, normalement, donc ça fait 20 minutes qu'on me dit que le live est ouais, donc normalement ça m'a OK, normalement il y a pas de problème de, enfin pas de problème. J'ai pas encore perdu le live normalement. Mais bon, du coup, on va retourner, bah, on va commencer avec le Covid et comment est-ce que ça affecte la santé mentale? Ouais, je pense que je vais commencer par celui-là, donc qui est un article dans The Conversation, qui est écrit par Paul Harrison, qui est un prof en psychiatrie à l'université d'Oxford et bah, du coup, apparemment, il a mené, lui et son équipe, une étude sur comment est-ce que le Covid affecte la santé mentale et les troubles cérébraux jusqu'à, 2 ans après l'infection. Oh! C'est vachement intéressant ça. Heu, enfin, pas juste comment est-ce que le cerveau est affecté par le Covid, mais vraiment l'aspect à long terme, quoi. OK. Mais avant de, faire ça, je vais juste boire un coup parce que là, bon ça fait, techniquement 1 heure qu'on est en live donc je commence à avoir un peu la bouche asséchée. Ça fait du bien. OK, OK. Donc, la présence, l'occurrence de, troubles de, la santé mentale et de troubles neurologiques parmi les personnes qui, récupèrent d'un Covid ont été une inquiétude depuis le début de la pandémie. Plusieurs études ont montré qu'une, proportion significative d'adultes, bah, faisaient face à ce type de problème-là et que les risques étaient plus grands que, à la suite d'autres infections. OK, ouais. Alors, la question c'est est-ce que vu que c'est une nouvelle, enfin un nouveau virus, émergent et qui est légèrement une grande pandémie, est-ce que c'est parce qu'on mesurait plus de trucs que, du coup, les risques étaient apparaissaient plus grands ou est-ce que c'est vraiment spécifique au Covid? Alors, on va supposer que là, c'est spécifique au Covid, heu, mais bon, en vrai, ça peut être un truc auquel on peut se poser. Cependant donc, certaines, enfin plusieurs questions, restent toujours, bah, non répondues, hein. Est-ce que les risques de, problèmes neurologiques et psychiatriques se, dissipent et si jamais c'est le cas, et bien quand? Est-ce que les risques sont similaires chez les enfants, et chez les adultes? Et est-ce qu'il y a des différences entre les variants du Covid? Donc, leur nouvelle étude publiée dans The Lancet Psychiatry a exploré, eh bien, ces problématiques-là. Dans les analyses menées par son collègue Maxime Taquet, qui est peut-être en français, ils ont utilisé les, données de, santé électronique d'environ 1 250 000 personnes, diagnostiquées avec le Covid, principalement provenant des États-Unis. Hem Et ils ont mesuré l'occurrence de, 14, diagnostics psychiatriques et neurologiques majeurs chez ces patients, sur les 2 ans après, l'infection. Ils ont comparé ces risques avec un, groupe contrôle,
correspondaient, qui ont été diagnostiqués avec une infection respiratoire, mais qui n'était pas le Covid. OK, donc là on a répondu déjà dès la de à la première question que je me posais, hein, donc on est bien sur un truc qui est spécifique au Covid. Ils ont étudié les enfants âgés donc de moins de 12 ans, les adultes entre moins de 18 ans pardon, les adultes entre 18 et 65 ans et les, adultes âgés donc de plus de 65 ans, de manière séparément, donc ça permet de faire des comparaisons entre ces 3 catégories d'âge. Ils ont également comparé, les gens qui ont attrapé le Covid, heu, juste après l'émergence d'un nouveau variant, notamment Omicron, mais également les variants, plus récents également, enfin plus récents, enfin plus tôt dans la pandémie, heu, avec donc, bah, ceux qui ont attrapé le Covid, mais, juste avant donc l'émergence d'un nouveau variant. Leurs découvertes sont un mix entre des bonnes et des mauvaises nouvelles. De manière réassurante, bien qu'ils ont observé un plus grand risque de troubles psychiatriques communs, de type anxiété et dépression, après les infections de Covid, eh bien, en fait, ils ont, ce risque, en fait, augmenté avait plutôt eu tendance à rapidement diminuer, heu, OK. Les taux de, ces troubles parmi les personnes qui ont eu le Covid ne, différaient pas, en fait, de ceux qui avaient d'autres, infections respiratoires, dans l enfin, ouais, dans, quelques mois, quoi, et il n'y avait pas d'excès de ces troubles au-delà de, sur les 2 ans, d'études. Hem, il y a également des bonnes nouvelles, qui est que les enfants ne sont pas à plus grand risque de ces troubles à n'importe quelles étapes après, l'infection du Covid. Ils ont également trouvé que les personnes qui ont eu le Covid n'étaient pas à plus grand risque d'attraper la maladie de Parkinson, par exemple, qui était apparemment une inquiétude au début de la pandémie. OK, j'en avais pas entendu parler, mais OK. D'autres trouvailles étaient, cependant un peu plus inquiétantes. Le risque d'être diagnostiqué avec, certains troubles, comme par exemple des, psychoses, des, épilepsies, le concept du brouillage, du brouillage, du, du brouillard cérébral, on en parlera du brouillard, cérébral juste après, ainsi que de la démence, bien que, particulièrement assez, assez bas en termes de risque, restaient élevés, après donc 2 ans d'infection, de Covid. Par exemple, le risque de démence chez les adultes âgés était de, 4,5 dans les 2 ans pardon, après, l'infection du Covid comparé à, 3,5 chez les adultes âgés qui étaient, donc infectés avec un autre virus ou une autre infection respiratoire. OK, donc ça veut quand même dire que le Covid enfin, fait devenir à risque ou plus à risque, certaines personnes face à de la démence ou à d'autres, problématiques, de ce type. Et donc le risque de psychose et d'épilepsie était également plus élevé chez les enfants. En termes de variants, bien que nos données confirment que Omicron est une infection, plus légère que le variant delta, précédent, les, survivants gardaient un risque similaire de, troubles neurologiques et psychiatriques. Cependant, enfin, étant donné que Omicron a émergé, récemment, hem, les, données qu'ils ont pour les gens qui ont été infectés avec ce variant et bien, en fait, restent, ils ont des données que, sur 5 mois après l'infection, quoi, donc c'est possible que leurs conclusions puissent changer, à propos de l'aspect, 2 ans plus tard, quoi.
Globalement, les résultats, révèlent une image un peu, mixte avec des troubles qui, montrent, des risques qui sont, supérieurs après le Covid, tandis que d'autres troubles, eh bien, ont un risque qui est assez similaire à d'autres infections. Pour la partie principale, les, résultats sont un peu rassurants pour les enfants, même si, on a des exceptions un peu plus inquiétantes. Les résultats sur Omicron, donc le variant, dominant actuellement, indiquent que le fardeau de ces pathologies, va, très probablement continuer, bien que donc ce, variant soit plus, léger sur d'autres aspects. L'étude a également caveats, c'est quoi déjà? Ah oui, des avertissements, pardon, enfin des limites. Donc les résultats, enfin les résultats ne capturent pas les gens donc ah oui, donc les résultats, nécessairement ne prennent pas en compte des gens qui ont eu le Covid, mais qui n'ont pas été documentés dans leur dossier médical, hein. Probablement tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de symptômes, donc ils n'ont pas été se faire dépister ou ce genre de trucs. Ils ne peuvent pas prendre, également en compte ou totalement en compte les effets de la vaccination parce que, bah, il n'y avait pas d'informations complètes sur le statut vaccinal également, bah, certaines personnes de leur étude ont attrapé le Covid avant que les vaccins soient, disponibles. Cela dit, une étude précédente, enfin dans une, étude précédente qu'ils ont menée, eh bien, ils ont montré que les risques sur, bah, ces problématiques-là, eh bien, en fait, étaient assez similaires entre les gens qui ont eu le Covid après la vaccination heu, OK. Donc en fait, c'est probablement pas affecté, par la vaccination, enfin, en tout cas, les conséquences de l'infection par le Covid sur la santé mentale n'est probablement pas affectée de manière assez significative par, donc la vaccination. Également, les risques observés dans leur, étude sont, ah oui, oui, en fait, ils ont comparé donc les risques observés chez les personnes qui ont eu le Covid en comparaison donc à d'autres infections respiratoires. Hem, on ne sait pas donc comment est-ce qu'ils se comparent à des gens qui n'ont pas eu d'infection également on ne sait pas, à quel point ils sont sévères ou est-ce qu'elles vont, durer. Enfin, ou en tout cas, à combien est-ce que, enfin, ils ne savent pas combien est-ce que ces troubles vont durer ou sont sévères. Également, enfin finalement plutôt, leur étude est observationnelle et donc ne peut pas expliquer comment ou pourquoi le Covid est associé avec ces risques-là. Les théories actuelles, incluent la, persistance du virus dans le système nerveux, la réaction immunitaire à l'infection ou alors des problèmes avec les vaisseaux sanguins bah, en fait ces théories-là sont testées dans des, recherches séparées. OK, bah, assez intéressant. Enfin assez ouais, ouais, bah, c'est mixte quoi, hein. Il y a des trucs qui sont plutôt bien et d'autres qui sont un peu moins bien. Heu, là où c'est un peu «dommage» entre guillemets, enfin dommage, en fait vu que, Omicron est assez récent, on n'a pas du coup, beaucoup de recul, sur les données. Donc ouais, c'est un peu le problème du jeu des variants, hein, c'est que, bah, dès qu'il y a un nouveau variant qui apparaisse, bah, on sait pas trop comment est-ce qu'il va se comporter, donc voilà. Et donc bah, du coup, on a vu là l'aspect un peu, santé mentale de manière générale, en lien avec le Covid je voulais, qu'on lise le trait d'Ed Young, à propos de, cette notion de, brouillard, cérébral.
Donc alors si jamais vous ne connaissez pas Ed Yong, mais il est très probable que vous connaissez déjà, c'est un journaliste scientifique qui bosse à The Atlantic. C'est le plus grand journaliste scientifique mondial, enfin c'est mon dieu quoi. C'est un crack et il fait des articles absolument géniaux, je vous conseille très fortement de le suivre et pourquoi pas aussi de lire pardon ses articles. Hem, il a franchement fait un boulot excellent dans la période du Covid et il le continue encore, enfin, ce qui n'est pas une surprise vu son niveau et globalement si il dit un truc, en fait, et si jamais il se trompe, en fait, c'est très, très, très fortement probable que en fait, c'est juste la communauté scientifique qui se trompe, quoi. Parce qu'il est vraiment, enfin, il est très intègre et il est, très, evidence based, quoi. Il bosse énormément avec des chercheurs, et tout. Bref, du coup, il a réalisé un article sur, la notion de brouillard cérébral. Heu, qui doit alors je l'ai pas lu en vrai, hein. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas lu l'article, mais on va aller regarder. Je suppose qu'il doit être, hyper long, hein. Heu, oui voilà, ouais. Bon c'est du Ed Yong tout craché, hein, voilà. Hem, je vous le mets, si jamais ça vous intéresse dans le chat. Hop. Hem et tac, mais on va pas lire l'article, on va lire son thread parce qu'il fait un thread à chaque fois, qui résume un peu les articles et donc voilà. Hem, ce qu'il nous dit, c'est que la notion de brouillard cérébral, c'est un des symptômes, les plus communs du, Covid long. Ainsi en vrai aussi que d'autres, troubles, pré-pandémiques, donc d'avant la pandémie. Mais c'est également, heu, un des symptômes qui est le, plus, incompris. Et donc bah, du coup, il nous fait un trade sur, bah, qu'est-ce que le, brouillard cérébral et bah, qu'est-ce que ça fait de vivre avec? Donc qu'est-ce que d'abord ça n'est pas? Le brouillard cérébral n'est pas, de l'anxiété ni de la dépression. C'est pas un truc psychosomatique. Hem, Ça a rien à voir avec, la gueule de bois, avec du stress ou avec de la fatigue et bah, en fait les commentaires qui, bah, associent le brouillard cérébral à ce genre de truc, bah, en disant des trucs, bah, on a déjà tous oublié des trucs, bah, ont plutôt tendance du coup, bah, à minimiser, ce que les gens sont en train de vivre. Malgré son nom, le brouillard cérébral n'est pas un terme, nébuleux. C'est un trouble des fonctions exécutives, donc c'est les compétences, mentales qui incluent, le fait d'utiliser son attention, de garder les enfants en mémoire, de bloquer des distracteurs, hein. Donc là, ça fait référence à toutes les fonctions électives, hein. Et bah, sans cette fondation, mentale-là des fonctions électives et bien, tout l'édifice cognitif, toutes les performances cognitives d'un individu et bien, vont, très fortement chuter. C'est pourquoi du coup, bah, les gens qui ont un brouillard cérébral, vont, avoir des problèmes avec le fait de se concentrer, avec le fait de faire du multitasking et de la planification. Parce que, bah, ce sont des, comportements qui, sous-tendent en fait, bah, quasiment toutes les fonctions électives. Hem Ça a également comme conséquence que toutes les activités que l'on fait de manière inconsciente, deviennent en fait, conscientes et surtout demandent de l'effort et donc bah, du coup, ça fait que les les tâches qui à la base sont faciles deviennent incroyablement difficiles. Hem, OK, bah, là, il prend un exemple typiquement, par exemple le cerveau de Robertson. Heu,
va, assez souvent perdre son focus au milieu d'une phrase et donc bah, ça va, appeler à ce que lui, il appelle de manière un peu, humoristique le, «So yeah syndrome». Il oublie, ce qu'il est en train de dire, et donc bah, in fine, il en arrive à dire, «So, yeah». Enfin donc ouais. Hem, le brouillard cérébral a stoppé, Kristen enfin de vivre en fait tout simplement. Hem, non pardon, a stoppé Kristen enfin arrêté Kristen à conduire parce que, bah, en fait, elle, oubliait assez, souvent sa destination en route. Pour plus d'un an, elle ne pouvait pas lire non plus parce que, le fait de faire sens d'une série de mots était devenu trop difficile. Pour, Angela, elle lui a dit que ça lui prenait, 2 heures à planifier une réunion, via un email. Donc elle checkait son, calendrier, mais les informations en fait, hem, bah, enfin il glissait entre guillemets dans la se dès la seconde où elle, elle prenait l'information de son agenda pour l'apporter dans le mail, quoi. Je sais pas si je suis très clair, mais, elle prend l'information d'où elle peut prendre un rendez-vous dans, son calendrier, mais, dans son agenda, mais lorsqu'elle veut le retranscrire sous, un mail, eh bien, elle perd l'information. Hem, à son pire, état, elle ne pouvait pas décharger un, dishwasher, ça va être un lave-vaisselle, parce que identifier un objet, se rappeler d'où est-ce qu'il doit aller et le, placer ici, eh bien, était trop compliqué. Donc on est vraiment sur un vrai, trouble, fonctionnel qui a comme conséquence que le fonctionnement des individus au quotidien en est très fortement affecté. C'est pas juste un petit truc, quoi. Et surtout, c'est pas un truc entre guillemets «que tout le monde a». Les problèmes des fonctions exécutives affectent également la mémoire, parce que le, cerveau ne peut pas, heu, focus, hem, enfin ne peut pas se focus de manière efficace sur ce qu'il est en train d'enregistrer ou alors de rappeler comme information. Heu, ouais, plusieurs, personnes qui ont ce type de problème-là, eh bien, ont l'impression de, perdre une partie d'eux-mêmes. Hem, selon donc, Anna Davis, qui est une des patientes, hein, que, Ed dont Ed a recueilli, les, enfin des informations, eh bien, elle dit que c'est un peu comme si elle est un vide et qu'elle est en train de vivre dans un vide. Hem, également, c'est, un spectre, donc la plupart des gens ont tendance à derrière eux, fonctionner de manière un peu, normale, mais malgré tout, sous leur niveau de base et avec plusieurs, problématiques. Certains ont été malades depuis le début de la pandémie, donc ça fait plus de 900 jours, hem et hem et d'autres personnes ont eu, enfin ce brouillard, cérébral, bien avant, en fait le Covid. Enfin en tout cas en lien avec des maladies qui, existaient avant le Covid. Et donc bah, du coup le brouillard cérébral, c'est pas un truc qui est unique au, long, Covid, au Covid long. Hem, ces problèmes spécifiques, similaires affectent, beaucoup de patients avec le VIH, avec, de l'épilepsie, des patients avec un cancer, avec des des chimios, cérébrales, je suppose. Ainsi que des personnes avec des maladies chroniques comme,
ME ou CFS, je sais pas du tout, c'est les acronymes de quoi. Mais enfin bref, des maladies chroniques. Beaucoup de ces maladies-là ont longtemps été, stigmatisées et négligées. Heu, quelques, quelques personnes, argumentent que le terme, brouillard cérébral délégitimise et heu et simplifie un peu la maladie, enfin le rend banalise la, maladie, mais les communautés, qui ont, enfin les communautés de patients ont utilisé ce terme depuis des décennies, en fait. Il y a plusieurs raisons de pourquoi, ça et enfin, ouais, il y a plusieurs raisons à pourquoi ça et à pourquoi enfin ces maladies associées sont négligées. Heu et notamment une des raisons, c'est, le nom, en fait. Par exemple, la plupart des recherches ou de l'enseignement à propos des centres de enfin, oui, des centres, liés aux problématiques cognitives, aux troubles cognitifs, en lien avec les maladies dégénératives des personnes âgées. Hem, alors docs, je suppose que tu veux dire les docteurs, n'apprennent pas de manière assez, large, enfin globale, à propos des virus qui causent des problèmes neurologiques chez les jeunes et oui et donc une des conséquences de ça, c'est que ça mène à, ne pas prendre en compte enfin les expériences de ces patients. Et également, les gens qui ont un brouillard cérébral sont également plutôt doués pour le cacher. Déjà parce que c'est un peu intermittent et qu'ils ne enfin, ils ne voient pas les gens en fait dans les jours les plus, pires quoi. Heu et également le stigma les motive à, se présenter comme étant, «normal» entre guillemets, dans des situations sociales ou dans des, rendez-vous avec des médecins. Ce qui du coup, augmente, l'idée fausse qu'ils vont bien. Beaucoup de médecins ont, également utilisé des tests inappropriés comme le MoCA, ah oui, qui est en fait un outil de enfin même pas un outil de diagnostic techniquement, mais un outil de test qui est utilisé et validé uniquement pour les personnes âgées avec des démences. Hem Et donc, du coup, même les personnes qui ont des, brouillards cérébral assez sévères peuvent, assez facilement réaliser. Alors le MoCA, c'est un test, enfin c'est une batterie plutôt de tests, qui sont des tests, en apparence très simples, mais du coup, en fait, vu qu'ils sont en apparence assez simples, pour des personnes âgées qui ont des démences, du coup, c'est assez facile de, détecter s'il y a des problématiques ou pas. Heu, je sais pas si on peut, MoCA test. C'est vraiment une pathologie, enfin c'est une pathologie, n'importe quoi. Attends, voilà, c'est un truc qui ressemble à ça et vous avez des sortes de mini tests ou des mini jeux, appelez ça comme vous voulez, où en gros, là typiquement, le but, de la tâche, c'est de, relier les points en commençant en alternant en fait avec, les chiffres et les lettres. Et faut à chaque fois faire en sorte que les chiffres et les lettres soient dans l'ordre alphabétique et numérique croissant. Donc d'abord faire les flèches, enfin vous avez au tout début on donne l'information, l'exemple, hein, donc on relie 1 à A à 2, ensuite il faut que le patient il fasse relier 2 à B, B à 3, 3 à C et cetera et cetera. Et en fait à chaque fois on donne des points
au patient s'il réussit la tâche. Donc là, il faut qu'il copie le cube et il faut bien qu'il le fasse avec la perspective ou ce genre de truc. Il faut qu'il ensuite dessine une horloge qui indique 11h10 et à chaque fois, il faut qu'il mette le contour, les chiffres, les aiguilles et tout. Et à chaque fois, donc là, si jamais il fait, réalise bien les 5 tâches ici, enfin les 3 tâches ici pardon, eh bien il gagne 5 points sur 5. Et alors je sais plus les seuils, je sais pas si, non, mais en gros apparemment ah oui voilà, on considère que le le fonctionnement de la personne, le fonctionnement cognitif de la personne est normal si jamais elle atteint plus de, 26 sur 30. Parce qu'à chaque fois on a, différentes tâches, une tâche de dénomination, elle doit dire quels sont ces animaux. Ensuite, il faut qu'elle répète, enfin on lui dit des mots. Attends, c'est quoi? Ah non, pardon. Hem, Elle lit la personne, non, nous, en tant que, pardon, nous en tant que, soignants ou chercheurs, on lui fait lire une, liste de mots et elle doit répéter, la liste et elle le fait, tout de suite après et 5 minutes après. Mais ça, je crois que ouais, il y a pas de point, je sais plus, ce genre de truc. Hem, mais bon bref, voilà, il y a plein de ah si, c'est ça, oui, c'est là. Hem, oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Hem, En fait, ce qui compte là, c'est le rappel après les 5 minutes. Et donc bref, du coup, le moca, il est fait, en fait, c'est même pas un test, hein, très honnêtement, il est fait, uniquement pour s'assurer si enfin, si une personne échoue à ce type de test-là, ça veut vraiment dire qu'il y a un vrai trouble. Et donc en fait, il est utilisé un peu, pour scanner rapidement les personnes et on se dit, si elle réussit, ça, bon, ça va et si jamais elle échoue par contre, c'est, vraiment, enfin ça veut dire qu'il y a vraiment un problème, quoi. Mais bon bref, là je suis pas médecin, moi j'ai utilisé dans de la recherche alors que c'est pas fait pour d'ailleurs, mais bon, vous avez l'idée un peu de là d'un type de test clinique qu'on peut utiliser, auprès des personnes âgées. Hem, OK et donc ensuite, du coup, il nous dit que le fait de ne pas bien tester, heu, bah, apparemment, c'est une comorbidité du covid long. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, cela dit. Mais bon, oui, en tout cas, utiliser le moca pour, ce type de test, c'est absolument débile. Parce que c'est pas du tout fait pour. Hem Malgré tout, enfin, ouais, malgré des études, de, scans cérébraux, de flux sanguin, de l'étude immunologique et encore plus, pointent toutes sur les changements physiques et chimiques dans le système nerveux des gens qui ont un un brouillard cérébral et bien, bah, tout ça veut dire que, bah, c'est un vrai problème neurologique qui apporte, bah, des, troubles, cognitifs réels. Donc là, ça veut juste dire que c'est pas uniquement non plus le ressenti et le comportement réellement des gens, c'est qu'il y a aussi vraiment une problématique derrière, biologique, quoi. Hem, Également donc les connaissances un peu basiques en sciences et l'expérience des patients, eh bien, ont tendance à, être, cohérents. Hem Donc les possibles mécanismes de pourquoi est-ce que le, cerveau a tendance à s'embrouiller, donc alors il l'explique en détail dans l'article, fait, s total sens, enfin oui, ça fait parfaitement, sens de pourquoi ça affecte les fonctions électives, pourquoi le fait de, penser peut paraître, un enfer. Pourquoi est-ce que, le brouillard, waxes and wanes?
OK, et apparemment de pourquoi est-ce que le brouillard, c'est une question de temps? Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Hem, donc en se basant sur ces mécanismes probables, qui sont donc décrits dans l'article, la plupart des scientifiques, enfin beaucoup de scientifiques, à qui il a parlé, eh bien, étaient assez confiants sur le fait que le brouillard cérébral était un mécanisme, enfin un trouble réversible, donc ça c'est très cool. Ça, nécessite juste un peu plus, enfin beaucoup plus de recherche, hem et le type de recherche qui, n'a pas été réalisé jusqu'à présent. Tout simplement parce que, bah, ça prend du temps et bah, jusqu'à présent les gens non, ça prend du temps et les gens en fait ont besoin d'aide. Heu, la plupart des approches qui sont utilisées pour traiter, le brouillard cérébral sont, également utilisées pour, bah, vivre avec les symptômes ou en tout cas diminuer les symptômes et ça peut faire, enfin ça peut apporter beaucoup de choses. Les personnes enfin beaucoup de personnes avec qui il a parlé, peuvent, travailler et faire des choses, normales encore une fois, c'est juste qu'elles le font un peu, plus, lentement avec un coût, cognitif un peu plus élevé et également avec enfin tout un ensemble de, life hacks et périodes un peu de, récupération. Donc dit autrement, c'est un effort, qui est, beaucoup plus important pour ces personnes-là. Hem le conseil, le plus important et le plus simple qu'il a entendu de cliniciens et de patients, c'est qu'il faut, enfin il faut prendre son temps quoi, you pace, you have to pace yourself. Juste vérifier mais ouais, vous devez respecter votre rythme, vous, ménager, et cetera. Tout simplement parce que le brouillard cérébral vient souvent avec des, what? OK, apparemment, il vient également avec un malaise, suivant un «exercice» entre guillemets, où, où les gens ont vraiment de très grosses difficultés après, après des efforts physiques et mentaux, qui sont assez, mineurs. D'où le fait de, du coup, prendre son temps, de se respecter, quoi. Alors il peut pas le mettre encore, plus en avant, hein, mais pour la plupart des gens qui ont un brouillard cérébral, les exercices et les, les, les activités mentales, qui sont, difficiles entre non enfin, oui difficiles, heu, et bien c'est un traitement qui est complètement inapproprié, heu et en fait, bah, ça ne peut que les enfoncer, quoi. Hem, OK. Après il remercie les gens pour avoir lu, l'article. Hem, OK et enfin un, truc assez commun que les gens avec un brouillard cérébral lui ont dit, c'est qu'ils ont, enfin ils trouvent extrêmement difficile de lire. Alors c'est un article de plus de 3000 mots. Hem, OK, OK et donc là, il dit juste qu'il va y avoir une version audio. OK. Mais enfin, ouais, là, c'est typiquement, c'est un bon exemple, merde. Là, l'article, bon, il est long parce que c'est du Ed Yong, mais on peut se dire que nous, on peut le lire assez, facilement, mais du coup, bah, les personnes qui ont un brouillard cérébral, bah, on galère à lire ce truc, quoi. Qui est pas non plus, à première vue extrêmement long, mais en vrai,
vrai, bon, c'est quand même un beau pavé, mais bon, à première vue, on se dirait que c'est pas extrêmement long, quoi. Mais au moins, ça vous donne déjà une idée de, ce que les personnes avec un brouillard mental n'arrivent pas à faire. Bon, en vrai, je dis ça, mais moi, à la moitié de l'article, je suis sûr que je serais en train de zapper sur YouTube ou autre, mais bon, bref. Hem, donc voilà. En tout cas, comme d'hab, on va remonter, on va retweeter ça parce que, Ed Young, c'est vraiment un génie, donc faut mettre en avant tout ce qu'il fait, quoi. Hem, OK, donc on va passer à un troisième truc un peu, enfin, oui, 3e problématique, sombre, enfin pas glorieuse, qui est, un trade qui est en lien avec une étude de Claire Gautreau, alors qui à mon avis ne se prononce pas Claire Gautreau, mais alors qui est postdoc, donc qui est chercheuse alors si je me trompe pas, ça c'est un truc de l'université de Aarhus, ouais voilà c'est ça, qui est donc une très, très grosse université du Danemark, si je me trompe pas. Et dans son papier, elle s'intéresse à, l'objectification, ça doit être ça, et la déshumanisation. Est-ce que l'objectification impacte les perceptions des, candidats politiques féminins? Heu donc voilà. On dit autrement, elle s'intéresse à, la déshumanisation et l'objectification chez, les femmes politiques. Et il me fallait un article aujourd'hui qui parle de politique, donc c'est celui-là. L'objectification sexuelle des corps des femmes sont un sujet, saliant depuis, plusieurs années maintenant, particulièrement en lien avec le mouvement MeToo. Tiens, je savais pas qu'ils avaient rajouté un truc, enfin souvent avec les hashtags vous avez un petit logo à la fin, je savais pas que pour MeToo il y en avait un. Donc les, politiciennes et les candidates, hem, ne sont pas épargnées de la rhétorique objectifante, enfin bref, qui objectifie, ainsi que le traitement, médiatique qui va avec. Par exemple, les ah non, pardon. Par exemple, Daily Caller, qui est un journal d'opinion et de nouvelles, de droite, a publié des, photos, de revenge porn, fausses de la femme politique, américaine Alexandria Ocasio-Cortez. Donc l'objectification, c'est une forme de déshumanisation. Pour traiter les personnes, les humains, de manière objectifiante, en fait, ça signifie nier, pardon, heu, en tout cas leur renier, des traits humains essentiels. Heu apparemment donc la consommation d'images objectifiantes de, femmes est souvent associée avec l'acceptation du mythe, du viol. Alors je sais pas trop ce qu'elle veut dire par là, mais OK, en tout cas, elle suppose d'accepter, le fait que les viols, ce sont un peu un mythe et également, accepter donc les comportements, de harcèlement de genre. Et donc, ils ont utilisé, toute la littérature de la, déshumanisation et de l'objectification pour, explorer si l'exposition à des, portraits objectifiants, objectiv ob enfin bref, qui objectifient, je sais même pas si c'est français, des femmes impacte la perception des femmes en politique. OK, intéressant. Et donc en utilisant le modèle duo de la déshumanisation comme étant leur framework théorique, leur modèle théorique, eh bien, elle suppose que,
l'objectification diminue la perception de la chaleur et de la moralité, chez ces femmes, ainsi que, la compétence et les qualités agentiques. Et pourtant, bah, toutes ces, choses-là, donc la chaleur, la moralité, la compétence et l'agentification, non plutôt, c'est comment on dit? Le fait d'être agent en fait de ses propres comportements, bah, ce sont des, traits qui sont, humanisants en fait de manière générale. Parce que du coup, on définit, enfin, c'est vrai que la on considère que quelqu'un est humain parce que on le considère enfin, parce qu'il a une sorte de chaleur humaine, une sorte de moralité humaine, une compétence humaine et il a la capacité d'être agent de ses propres comportements, donc de décider de, ses comportements, quoi. Il est agent de, sa vie, quoi, si vous voulez. Et donc souvent on va considérer enfin là c'est un truc, c'est vraiment le truc probablement le plus important, c'est que, enfin probablement du trade, parce que là c'est l'aspect un peu théorique, c'est que, par exemple vous allez pouvoir considérer, enfin en fait ce qui est vachement intéressant avec ces, 4 traits-là, c'est que si on mesure comment est-ce que les gens, considèrent sur donc ces 4 traits-là, certaines catégories socio-professionnelles ou, enfin certaines catégories de personnes tout simplement, eh bien vous allez voir que, bah, certaines vont considérer que, enfin certaines personnes vont considérer que, moi j'en sais rien, les personnes âgées par exemple sont faibles en compétences. Mais peut-être qu'elles sont très fortes en chaleur et très fortes en moralité et peut-être moyennes en agentivité. À l'inverse, on pourrait, heu, avoir l'impression que attends, me dis pas que mon truc est encore, non. J'ai cru qu'encore le live avait sauté parce que j'ai vu que sur mon téléphone, il y avait le truc de la recharge. Bref, et par exemple, on pourrait considérer qu'un chef d'entreprise, serait potentiellement assez faible en chaleur ou faible en moralité, mais par contre, il serait très fort en compétences et enfin, très élevé en compétences et très élevé en, qualité agentique, et cetera et cetera. Et bref, du coup, en fonction de, ah oui, et l'exemple le plus, typique que je connaisse, si je me trompe pas, c'est, les SDF. Bah, en fait, les perceptions qu'on aura de ces personnes-là, bah, ce sera que leur chaleur sera très faible, leur moralité sera très faible, leur compétence sera très faible, leur agentivité sera très faible. Si je me trompe pas, hein, mais vous avez l'idée, quoi. Et donc voilà. Ça, c'est un truc qui est, hyper important dans la perception, qu'on a des gens et du coup, derrière la déshumanisation. OK, bref, de retour à notre, trade. Donc Claire Gattro et ses collègues ont, réalisé une étude qui était préenregistrée en utilisant un panel de participants et ils ont présenté enfin des participants avec soit, une image neutre, soit avec une image, qui objectifie, des femmes. Alors je sais pas, du coup on n'a pas l'image mais, faudrait aller checker, ça pourrait être intéressant. Donc pour la condition objectifiante, ils ont choisi un mixte d'images érotiques et de pubs érotiques qui étaient pré-testés. Ah oui, parce que ça c'est le truc, typique, hem, enfin en tout cas dans ces études-là, et de ce que je connais pas énormément de trucs, là-dessus, mais le peu que je connais, très, très, très souvent pour induire de la déshumanisation, faut utiliser les trucs où, les personnes qu'on souhaite, heu, dont on souhaite en tout cas influencer la représentation, soient des objets et typiquement les images érotiques, c'est le truc parfait pour objectifier, les femmes, heu et à l'inverse, je crois, je suis vraiment pas sûr là-dessus, mais je crois que si on utilise des images, érotiques d'hommes, ça a plutôt à l'inverse, plutôt tendance à renforcer les traits humanisants, quoi.
Mais je suis pas certain là-dessus et je sais pas s'il y a une différence entre hommes et femmes, là-dessus, mais je crois. Je suis pas certain. J'espère que je dis pas de conneries. Hem Et donc du coup, bah, elle s'attendait à ce que, bah, l'exposition à des images objectifiantes de femmes, donc les images érotiques et les pubs érotiques, diminuerait le soutien pour les femmes en politique et diminuerait les évaluations positives des politiciennes. Hem donc bah, globalement, elles ont observé des résultats nuls. Il n'y avait pas de différence significative entre le traitement et les groupes contrôle lorsqu'on évoquait le soutien pour les femmes en politique, pour les évaluations des femmes en politique et également pour, la déshumanisation globale des femmes, comme étant un groupe. Enfin des femmes en tant que groupe. OK, donc OK. Alors ouais, alors là la question enfin la question c'est est-ce que l'exposition aux images, objectifiantes ont bien induit un sentiment de, femme-objet quoi? Je simplifie un peu mais c'est cette idée-là. Parce que si on n'a pas réussi à induire un sentiment de, enfin de «femme-objet» entre grands guillemets, hein, c'est certain que ça n'influencerait en aucun cas les résultats parce que ça signifie que, bah, en fait notre, intervention n'a pas fonctionné. Si en tout cas le but c'est de tester, comment est-ce que, l'objectification des femmes influence la déshumanisation, bah, si de base on n'a pas réussi à modifier l'objectification des femmes, ça c'est hyper dur à dire, hem, bah, c'est sûr qu'on verra jamais un résultat sur la déshumanisation. Par contre, si on a réussi à objectifier les femmes et qu'on n'observe pas de résultats sur la déshumanisation, bah, là, ça veut dire par contre qu'on a vraiment une absence de lien, quoi. Mais bon, ça, je suppose que ça a été contrôlé. Enfin, je sais pas si après elles le disent. Ah ouais, alors ça, c'est chiant. Depuis la fin de alors, c'est le seul truc que je regrette avec la fin de la sécheresse, c'est qu'il y a de plus en plus de moustiques et nous, à Grenoble, les moustiques tigres, il y a que ça. Donc c'est relou. Depuis la fin août, j'ai que des moustiques dans l'appart. Enfin, j'en ai, quasiment tous les soirs. C'est extrêmement relou, j'en en ai pas eu de l'été, mais j'en ai depuis 2 semaines, c'est très chiant. Bref. Oh, alors là, il y a peut-être un truc. Ah bah non. Parce que là, je voyais les différences comme ça, je me disais qu'il y avait peut-être un truc. Hem Et ils ont testé pour les effets potentiellement, du genre sur le traitement. Enfin, est-ce que l'effet, dépendrait du genre et toujours, aucun, résultat, positif, enfin significatif plutôt. Hem, les femmes dans le groupe, traitement, donc le groupe qui était, auquel on exposait à des femmes, enfin des images, érotiques, elles étaient légèrement plus supportives, enfin soutenantes, des femmes en politique que les femmes dans le groupe contrôle, ce qui pourrait suggérer un effet, backlash, donc en gros un effet opposé à celui, souhaité, bien que malgré tout la différence soit pas significative. Hem, alors je sais pas, ouais, tac. Ah on les voit bien là les résultats. Donc là, c'est le soutien pour les femmes en politique. Là, c'est l'évaluation pardon des femmes en politique, enfin des politiciennes pardon. Et là, c'est la déshumanisation globale, des femmes. Et donc le seul où il y a un petit effet, il est là, même s'il n'est pas significatif. Donc dit autrement, en fait, la différence ici et là est pas suffisamment, forte. Enfin, elle est pas, due au enfin, il y a pas un réel effet quoi, si vous voulez. Heu, Même si malgré tout, on a une certaine tendance à voir que, bah, les femmes ont quand même un soutien qui est un peu plus élevé, heu, que les hommes déjà, de manière générale et surtout, ce qui est intéressant, c'est la différence ici entre ça et ça et cette différence-là.
Parce que là, en gros, ce que ça suggère, c'est que, là, on a ce qu'on peut, appeler un effet d'interaction, même s'il est là, il est pas significatif. Et donc en gros, l'effet, du traitement, donc en gros la différence entre, la différence entre la moyenne ici et la moyenne ici, va différer entre les femmes d'un côté, donc ça, et de l'autre côté les hommes, là. Heu, Sauf que bon là, la différence est pas significative, mais bref. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet d'interaction. Alors là, à chaque fois on a le même, hein, c'est juste que là, il est bien apparent, quoi. Donc voilà. Heu Même si là, encore une fois, il est pas significatif, mais après, peut-être qu'il y a un échantillon avec un échantillon un peu plus grand, il sortirait, enfin, c'est très probable, hem, mais voilà. Hem, donc leur objectif, à la base de leur étude, c'était de comprendre si l'exposition à de l'objectification un peu, quotidienne pourrait influencer l'évaluation des femmes comme étant un groupe et notamment les femmes en politique, enfin les femmes politiciennes et les résultats suggèrent enfin même si c'est enfin bien que plutôt ça soit une étude initiale, les résultats suggèrent que les gens sont capables de séparer les images qui objectifient les femmes de comment est-ce que, bah, ils pensent des femmes comme étant des, agents. Comme étant des humains, quoi. OK. Ouais, après là, c'est des remerciements, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Alors, ouais, faudrait voir, est-ce qu'il y a ouais, parfait. Est-ce que c'est, open access ou pas? Ça pourrait être assez intéressant. OK, attendez, on va repasser en plein écran. Parce que au cas où que les images érotiques soient soient des trucs de porno, je vais je vais direct me faire ban. On va éviter, mais je vais quand même essayer de vous montrer les trucs, quoi. Si jamais je peux les avoir. Enfin, en tout cas, ou avoir des trucs un peu plus intéressants. Ah, ils ont un truc, ah ouais, mais relou, ouais, bon bref, la flemme. Ça ouvre des pas des PDF, mais des docs et tout, la flemme. Ah ouais, non, la flemme. Attendez, tac, hop, tac. Ah oui, bah tiens, l'article en complet ressemble à ça, tac. Elles avaient combien, ah elles avaient tiens aussi, ils ont combien de OK, ils avaient quand même 1000 participants, donc c'est quand même pas dégueu. Enfin, c'est pas dégueu, c'est pas mal. Comme d'hab, ça dépend de ce qu'on de la taille d'effet que l'on souhaite, rechercher, mais c'est quand même pas mal. Enfin, c'est mieux que 200 quoi, donc voilà. OK, mais en tout cas, hyper intéressant, et il y a un peu un truc genre, enfin, pas juste intéressant quoi, un peu, ouf. Parce que, enfin du coup ça montre quand même que genre enfin, c'est un peu, je sais pas comment dire, mais, il y a un peu un truc enfin pas un poil rassurant, mais derrière, mais, que c'est pas finalement si simple que ça d'induire de la déshumanisation quoi. Je sais pas comment dire, mais bon.
Non, c'est pas les trucs globaux. Faut voir les donc le soutien pour les femmes en politique, qui est sur une échelle de 1 à 5, en moyenne, il est à, 3,60. Pas énorme, énorme, hein. En fait, ça serait intéressant d'avoir le même type d'études, mais entre, en séparant d'un côté les soutiens pour les femmes en politique et les hommes en politique, l'évaluation qu'on se fait des politiciennes et l'évaluation qu'on se fait des politiciens et également la, globale déshumanisation, des femmes et versus, les hommes. Ça pourrait être, potentiellement assez intéressant, parce que peut-être que enfin j'en sais rien, heu, peut-être que, ce pattern de résultats-là, qu'on a en tout cas sur les soutiens de la femme en politique, ici, bah, serait similaire également chez les hommes, mais en inversant ici, femmes et hommes. Parce que là du coup en orange, c'est, les participantes, femmes et en bleu, c'est les participants hommes. Et donc là ici on voit qu'avec le traitement, le fait d'avoir vu des images, érotiques de femmes, bah, a plutôt tendance à augmenter le soutien pour les femmes en politique, mais uniquement chez les femmes, pas chez les hommes. Donc voilà. Et un peu, enfin très, 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 très léger, l'évaluation des politiciennes, mais bon là, c'est encore, plus faible que là, quoi. Donc voilà. Oh, j'ai des moustiques de partout. Bref, en tout cas hyper intéressant, j'adore ce type d'études, enfin, j'aime bien ce type d'études, parce que je veux pas dire que j'adore parce que, derrière on s'intéresse à des problématiques sociales, mais, enfin des problèmes, de phénomènes sociaux, donc, c'est toujours relou, mais, des fois il y a quand même des trucs un peu rassurants, enfin je trouve que là c'est un poil rassurant. Enfin, je sais pas, si c'est rassurant, mais j'ai l'impression. OK, on va changer, de sujet. On va revenir sur The Conversation et on va s'intéresser à, l'effet de la chaleur sur, bah, la santé mentale. Heu, Parce qu'en vrai, on en parle pas souvent. Enfin déjà de base, cet été, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup entendu parler de, santé en lien avec la canicule, mais alors avec santé mentale, aux oubliettes. C'est toujours aux oubliettes. Hem, mais donc du coup, on a Lawrence, ouais, Lawrence Wainwright, qui est donc chercheur à l'université d'Oxford, et Hélène, Neumann, qui est, chercheuse, enfin postdoc à l'université de Zurich, qui ont donc fait, enfin qui ont donc, écrit ce papier dans The Conversation, et je me dis que ça peut être vachement intéressant. Donc, les vagues de chaleur ont un impact considérable sur notre santé physique et mentale. Les médecins les redoutent généralement car les salles d'urgence se remplissent rapidement de patients souffrant de déshydratation, de délire et d'évanouissement, etc. Des études récentes indiquent en effet une augmentation d'au moins 10% des visites aux urgences des hôpitaux les jours où les températures atteignent ou dépassent les 5% supérieures de la fourchette de température normale. Oui, donc les jours où il y a des températures extrêmes, il y a plus de gens à l'hôpital, enfin dans les urgences. Et certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres. Les personnes âgées notamment et les enfants. Là où les températures peuvent aggraver les symptômes des personnes souffrant de troubles mentaux, les vagues de chaleur ainsi que d'autres phénomènes météorologiques tels que les inondations et les incendies ont été ainsi associés à une augmentation de leurs symptômes chez les personnes souffrant de dépression et chez celles touchées par des troubles anxieux généralisés, un trouble où les personnes se sentent anxieuses la plupart du temps. Il existe également un lien entre une température élevée quotidienne et le suicide et les tentatives de suicide. Ah ouais? Putain, je savais pas. On peut dire que de façon générale, pour chaque augmentation de 1%, enfin 1 degré Celsius de la température moyenne mensuelle, les décès liés à la santé mentale augmentent de 2,2%.
OK, ce qui est pas mal parce que de base, je pense qu'on est déjà assez élevé, enfin assez élevé, on n'est pas sur une base de 3 quoi, décès, liés à la santé mentale, heu, par mois. Donc l'augmentation de 2 fait que, numériquement, je pense que c'est pas mal. Mais fort, on verra ça après peut-être. Les pics d'humidité relative entraînent également une augmentation des cas de suicide. OK. Putain je pensais pas que la météo pouvait à ce point affecter enfin, les comportements, de suicide, quoi. L'humidité et la température, qui augmentent toutes 2 en raison du changement climatique provoqué par l'être humain, ont toutes 2 été associées à une augmentation des épisodes maniaques chez les personnes souffrant de troubles bipolaires. Cette phase de la maladie est particulièrement dommageable et peut entraîner une hospitalisation pour psychose ainsi que des pensées suicidaires. OK. Ouais donc putain mais même sur des trucs genre l'humidité quoi, c'est vraiment, ouf. OK, donc sur les traitements maintenant. D'autres problèmes sont posés par le fait que, en cas de forte chaleur, certains traitements peuvent avoir plusieurs types d'effets secondaires dramatiques. L'efficacité de médicaments importants utilisés pour traiter les maladies psychiatriques peut être réduite. OK, ouais, bah, c'est pas déconnant vu que ça augmente les troubles. De nombreux médicaments augmentent le risque de décès lié à la chaleur. Pas ouf. C'est par exemple le cas des antipsychotiques, qui peuvent supprimer la sensation de soif et entraîner une déshydratation. OK. D'autres agissent différemment selon la température corporelle et le degré de déshydratation de la personne. C'est le cas du lithium, un stabilisateur de l'humeur très puissant et largement utilisé, fréquemment prescrit aux personnes souffrant de troubles bipolaires. OK, ça par contre je savais pas, enfin, l'effet secondaire, physique, «biologique» entre guillemets des traitements, mais j'avoue que, c'est pas ouf quoi. Sensation de soif, enfin supprimer la sensation de soif et entraîner une déshydratation, c'est pas ouf quoi. La chaleur peut également affecter la santé mentale et la capacité de réfléchir et de raisonner des personnes ne souffrant pas de troubles mentaux. Des recherches montrent clairement que les zones du cerveau responsables de l'élaboration et de la résolution de tâches cognitives complexes sont altérées par le stress thermique. Une étude menée auprès d'étudiants de Boston a révélé que ceux qui se trouvaient dans des pièces sans climatisation pendant une vague de chaleur obtenaient des résultats inférieurs de 13% à ceux de leurs camarades lors de tests cognitifs. Ils avaient de surcroît un temps de réaction 13% plus lent. Ok. Euh, alors, en soi, c'est pas non plus un truc qui la m'étonne, parce que, enfin, on sait que, enfin, on sait, mais je pense qu'on a quand même bien compris avec les la canicule de cet été, c'est que, lorsqu'il fait hyper chaud, on n'a pas envie de bosser, au contraire, on a plutôt tendance à faire des trucs, plutôt, enfin, être calme quoi et tout, heu, alors qu'en vrai, bah, quand il fait froid, on peut y aller, c'est pas un problème quoi. Donc ça m'étonne pas trop quoi. Enfin, parce que du coup, heu, enfin, si on a ce sentiment de pas avoir envie de trop bouger ou quoi, c'est aussi parce que, bah, on est un peu, enfin pas fatigué, mais un peu lent quoi. Mais pas autant de temps de réaction, pas dans cette notion-là, mais vraiment dans l'idée de ouais, enfin, calme quoi, ou ce genre de truc quoi. Enfin, je sais pas trop comment, dire, mais bref. Ne pas avoir les idées claires à cause de la chaleur peut avoir d'autres conséquences. Ouais, c'est un peu cette idée-là quoi. Il est alors plus probable que cela entraîne une frustration, ce qui, à son tour, peut conduire à des comportements plus agressifs. Ouais. Bah, c'est surtout que, enfin, ouais. En plus, c'est déjà tu pas dans une situation agréable de base, parce que quand il fait chaud, bon, c'est pas agréable de transpirer ou des trucs du genre, quoi. Enfin, il fait lourd, quoi, littéralement. Donc magnifique, illustration. Hem, mais ouais.
Il existe des preuves solides établissant un lien entre la chaleur extrême et une augmentation des crimes violents. Une simple augmentation d'1 ou 2 degrés Celsius de la température ambiante peut ainsi entraîner une hausse de 3 à 5 des agressions. Les conséquences ne sont pas anecdotiques. Putain, mais c'est ça! Oh là là! On a trouvé le moyen pour que le gouvernement de Macron lutte contre le changement climatique. Voilà! Non, mais parce que, enfin, s'il va faire, on va considérer que dans 20 ou 30 ans, il fera 1 ou 2 degrés de plus. Ça veut dire qu'en France, il fera pas juste 1 ou 2 degrés en plus au niveau global planétaire, hein, il fera genre 2 ou 3 degrés en plus. Voire 4. Mais ça veut dire que ça augmentera de 5-10% voire plus les agressions. Sauf que, bah, qui dit agression dit que ça augmente un peu le sentiment d'insécurité et tout, voilà quoi. On sait que bah, le seul poste de dépense publique qui a augmenté, bah, c'est la police quoi. Le v'là le moyen de lutter contre le. Enfin, lutter. Enfin, oui, contre le réchauffement climatique quoi. Pour limiter les agressions. Parfait! Parfait. Ah bah tiens, je vous promets, je l'avais pas lu l'article, hein. D'ici 2090, on estime en l'occurrence que le changement climatique pourrait être à l'origine d'une augmentation de 5% de toutes les catégories de crimes au niveau mondial. Les raisons de cette hausse impliquent une interaction complexe de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. Par exemple, une substance chimique du cerveau appelée sérotonine qui, entre autres, permet de contrôler les niveaux d'agressivité et est affectée par des températures élevées. Alors, on est bien d'accord, hein, l'agressivité n'est pas due uniquement à la sérotonine, hein, on se calme, hein. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Les journées chaudes peuvent également exacerber l'éco-anxiété. Au Royaume-Uni, 60% des jeunes interrogés ont déclaré être très inquiets ou extrêmement inquiets du changement climatique. Plus de 45% des personnes interrogées ont déclaré que leurs sentiments à l'égard du climat affectaient leur vie quotidienne. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur l'interaction complexe et les boucles de rétroaction entre le changement climatique et la santé mentale, en particulier les effets des vagues de chaleur. Mais ce que nous savons, c'est que nous jouons un jeu dangereux avec nous-mêmes et avec la planète. Les vagues de chaleur et leurs effets sur la santé mentale nous rappellent que la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes et les générations futures est d'agir pour le changement climatique. Et on sort d'un The Event, bon, où Macron s'est fait insulter, mais bon, quand même. Enfin, je garde absolument ça, là, faut faire un tweet où on mentionne, on mentionne Macron et comment il s'appelle le tartuffe? Darmanin là. Faut leur dire ça. C'est une idée de génie. OK. En vrai, blague blague à part, alors hyper intéressant et à la fois hyper inquiétant, mais au moins, heu, un truc que, genre enfin, on on sait à l'avance, enfin je sais pas comment dire, mais parce que c'est un peu du coup, un peu terrible à la fois, mais on sait que, le changement climatique va augmenter ça. Donc c'est un truc qu'on peut potentiellement anticiper, quoi. Ce qui entre nous, bon, dans le contexte français actuel, je sais pas si c'est, une bonne nouvelle vu l'état des hôpitaux et de manière générale de enfin du service public, mais bon au moins on va dire que on nous aura prévenus. Bah tiens, alors je voulais finir non, j'avais pas spécialement envie de finir là-dessus, mais parce que d'ailleurs en plus il est que 20 donc à mon avis on va aller chercher, bah on ira sur Science Daily, se lire un autre article. Hem, C'était un truc de neuro mais plutôt de la, enfin plutôt un truc en lien avec la nourriture, la connexion, cérébrale, enfin intestin-cerveau et je me suis dit que ça pouvait être cool.
Hem, OK. Donc en gros, c'est une recherche qui a donc été menée sur des souris et qui met en évidence que des capteurs sensoriels pour le gras dans les intestins et bien, peut stimuler le cerveau et mener à un désir de nourriture. Je sais pas trop comment expliquer, mais drive, c'est augmenter ou ce genre de truc quoi, ou amener à, donc voilà. Hem, ah oui, alors ça, c'était le truc quand j'avais lu rapidement tout à l'heure, je savais plus, c'est quoi déjà? Merde, désolé pour le bruit si jamais. OK. Mmh, non, heu, désolé pour le bruit si jamais, c'était, une ouverture de DeepL, parce que Dietary Wrestling, ça veut dire une lutte contre, la diététique ou les trucs du genre quoi. Mais, Dietary Wrestling, OK. Hem, toujours pas OK. OK. OK, bon, on lit pas le petit résumé devant. Hem, donc il y a l'Institut Zuckerman de Colombie, aux États-Unis, je suppose. Les scientifiques ont étudié donc la souris, enfin en tout cas les scientifiques étudiant la souris ont trouvé que, hem, la graisse qui entre dans les intestins et bien déclenche un signal. Hem, donc la recherche a été, conduite, le long des nerfs du cerveau, connectés de long ah non! Ouh là, oui, ouf. Donc le signal, qui est, déclenché par le gras et bien, est conduit, heu, via les nerfs jusqu'au cerveau et ce signal a comme effet de, générer un, désir pour les, aliments gras. Donc publié en le 7 septembre 2022 dans le journal Nature, cette nouvelle étude met en évidence la possibilité d'interférences, heu, oui, d'interférer en tout cas avec cette connexion intestin-cerveau pour aider à prévenir des choix d'alimentation qui ne sont pas, sains et à adresser, à adresser la crise, de santé, globale qui est en train d'être, en augmentation, qui est causée par, le fait de trop manger. Alors spoiler, non. Mais bon putain, mais alors ça c'est, typical alors, soit, des, économistes, soit des, biologistes qui connaissent rien en psycho et en comportement. Et en comportement du coup ici alimentaire. Parce que c'est pas du tout en comprenant, le truc que le gras entre dans les intestins, ça génère la volonté de plus de gras qui va résoudre la crise de «on mange trop». Ça a rien à voir. Bref. Et c'est juste cool parce qu'on comprend mieux le cerveau, littéralement, c'est juste, voilà. Hem Donc on est en train de vivre dans une période sans précédent dans laquelle la surconsommation de graisse et de, sucre est en train de causer une sorte d'épidémie d'obésité et de troubles, métaboliques. Alors bon, encore une fois, ça cause pas du tout l'obésité, les problèmes métaboliques, là je suppose qu'ils ont en tête tout ce qui est, diabète de type 2 typiquement. Bon pourquoi pas. Mais en tout cas, en aucun cas, parce qu'on mange, du gras ou du sucre qu'on est en train d'être obèse, hein. Ça me fait penser, il y avait, Julien Hernandez qui est, journaliste scientifique, et qui écrit notamment pour Futu putain tout à l'heure j'étais en train de justement chercher un de ses articles, enfin d'aller sur, le site où il publie souvent. C'est Futura ou Futa Fu oui Futura et putain tout à l'heure j'ai été sur Ecosia et j'ai tapé Futurama moi et je comprenais pas, ça me mettait genre,
Futurama streaming et tout. J'ai pas compris. Bref, hem et enfin bref, du coup et Julien Hernandez, il avait écrit un tweet et c'était sur l'intervention de Jean-Marc Jancovici, là, vous savez, le gars du Shift Project, l'ingénieur du Shift Project, qui a fait une intervention à la télé et il avait dit un truc genre, enfin il avait lié le Kinder Bueno, enfin le fait de manger des Kinder Bueno à, l'obésité. Et Julien, ça l'a un peu trigger, ce truc-là et oui, il a entièrement raison, hein, mais bon, heu, bref. Mais du coup, c'est un peu enfin, ça a rien à voir, bref. Enfin, si, hein, c'est un peu, mais c'est ultra réducteur. Et donc si on souhaite contrôler notre, désir insatiable de, graisse, eh bien, la science est en train de nous montrer que le conduit clé qui, déclenche enfin, ouais, cette volonté, ce désir est une connexion entre, l'estomac et enfin les intestins et le, cerveau. Voilà! Et on peut juste s'arrêter là, hein, pas besoin de se dire: «On va pouvoir lutter contre, la pandémie d'obésité», non, vous allez trop loin les gars. Bref. Cette nouvelle, oh putain, ouais bon, cette nouvelle vision des choix, diététiques et de la santé, a commencé avec des, travaux précédents, provenant du, lab, Zucker. Alors, Zucker Lab, je sais pas le ah oui, bah, OK, bah, c'est l'institut, qui est en train de mener, enfin qui mène l'étude dont on est en train de parler. Et donc les chercheurs avaient trouvé à l'époque que le glucose active un, circuit, intestin, cerveau qui est spécifique et qui communique, au cerveau, eh bien, la présence de sucre dans les intestins. Heu, à l'inverse, eh bien, les, bonbons artificiels qui n'ont pas, enfin qui sont sans calories, eh bien, à l'inverse, n'ont pas cet effet. Ce qui explique, probablement pourquoi les sodas, diététiques là, vous savez le Coca Zéro, les trucs débiles comme ça, et notamment pour ça, eh bien, pourraient nous, laisser avec un, sentiment un peu, de, non-satisfaction. Hem et l'explication de pourquoi il ne faut surtout pas, boire de Coca Zéro, sans sucre ou, ce genre de merde absolue, c'est, là c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Zucker, c'est que notre recherche est en train de montrer que la langue dit à notre cerveau ce que nous aimons, notamment en fait, eh bien, des choses comme le goût sucré, salé ou, gras. À l'inverse, l'estomac, eh bien, semble, dire à notre cerveau ce que nous souhaitons, ce que nous avons besoin, ce dont nous avons besoin. Et donc voilà, en gros notre langue, sur notre langue, il y a plein de capteurs qui détectent, soit des saveurs, typiquement le sucré ou ce genre de truc. Enfin je crois que c'est un truc avec du pH ou je sais pas trop quoi, bref, pas très important. Et en gros, ils disent à notre cerveau ce qu'on est en train d'ingérer actuellement. Ce qui derrière a comme effet que du coup, bah, ça déclenche des mécanismes, corporels quoi, pour, bah, traiter, les aliments qu'on va bientôt ingérer. C'est, hyper intéressant du coup pour prendre un peu d'avance quoi. Sauf que du coup, bah, vu que typiquement le Coca Zéro ou le Coca Light, ils ont un goût sucré, bah, notre, langue le détecte, dit à notre cerveau: «Et tu vas bientôt manger du sucre» et du coup ça fait que le cerveau déclenche des mécanismes qui sont normalement, pour le fait de, bah, s'occuper de la digestion du sucre entre grands guillemets, hein. Je simplifie un peu. Mais bah, vu qu'il y a pas de sucre, bah, dommage, ils servent à rien, mais du coup, bah, vu qu'ils sont déclenchés ces systèmes-là, bah, on a envie de sucre. Enfin bref, je crois que ça fonctionne comme ça. Donc Docteur Lee, donc un
Il y a un chercheur donc heu, en postdoc au lab, Zucker, et bien souhaitait explorer comment est-ce que les, souris répondent à des, alors, à une diète, plutôt, plutôt chargée en graisse. Hem, les, hem lipides et les acides gras, en fait, que chaque animal doit consommer, en fait, pour, apporter les, briques qui permettent de construire la vie. Parce que oui, le gras, est quand même vachement important, il en faut un peu. Hem Et donc, du coup, ils ont, elle a, pardon, offert à des, souris, eh bien, des, bouteilles d'eau dans laquelle il y avait du gras qui était dissous, heu, OK, incluant un truc, soybean, c'est quoi déjà? Le soja, pardon. Donc incluant donc un composant d'huile de soja, ainsi que des, bouteilles contenant des substances, douces, donc sucrées, dont on sait que, ça n'affecte pas l'estomac, mais elles sont initialement attractives. Et donc les souris ont développé une forte préférence, au sein, avec, les jours, pour la boisson, pour l'eau qui était grasse. Elles ont formé cette préférence même lorsque les scientifiques avaient modifié de manière génétique la souris pour enlever, la capacité de l'animal à, sentir le gras en utilisant leur langue. Et donc même si les animaux, les souris ne pouvaient pas, sentir le gras, enfin en tout cas ne pouvaient pas le ressentir, ne pouvaient pas le sentir, eh bien elles étaient malgré tout, entre guillemets, elles voulaient en fait le consommer malgré tout. Et donc les chercheurs ont raisonné que le gras, du coup, devait activer des circuits cérébraux spécifiques qui déclencheraient des réponses, comportementales de l'animal vers le gras. Pour du coup, déterminer quel était ce circuit-là, la docteur Lee, pardon, du coup, mesurait l'activité cérébrale chez la souris, lorsque elle donnait, à l'animal, du gras. Les neurones d'une région particulière du, tronc cérébral qui est, le noyau codé du, solitary tract, le nerf solitaire? Non, il y a un truc comme ça, attendez. Enfin bref, du coup, le noyau, codé du truc, solitaire là, eh bien, se déclenchait. Hem Et apparemment c'était intriguant parce que, cette région-là était également impliquée selon les résultats du précédent du laboratoire, dans les bases neuronales de la préférence pour le sucre. Alors on va juste aller regarder, ce que c'est que ce, noyau codé. Tac, tac, tac. Pourquoi tu veux pas me non, du relou, pourquoi le contrôle C il a pas marché? Heu, on va aller là-dedans. OK, donc là, on a, attends, donc le noyau du oh putain, ouais, je sais pas comment on dit, solitary tract, je sais pas, quel est le terme français. Hem, donc apparemment c'est un des corps cellulaires qui sont retrouvés dans donc le tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, hein, pour rappel, c'est la zone qui fait un peu, si vous voulez, la jonction entre, l'encéphale, entre le cerveau et la moelle épinière. Alors il y a plein, comme on le voit maintenant là, il y a plein de régions cérébrales dedans, hein, mais globalement elle sert un peu à faire cette fonction-là, quoi. Mais du coup, attendez, tac.
Alors apparemment c'est ça, mais j'ai aucune idée de quel, Vous êtes marrants les gars, mais si vous me dites pas, le quelle est la couleur, alors là je suppose que ça doit être le vert, je suis même pas sûr. Pourquoi axial et sagittal? Ah non, non. Oui, oui, sagittal, ouais. Mais là je sais pas, ce que je dois regarder, donc j'ai aucune idée de ce que je dois regarder. Attendez. Est-ce que là-dedans il y a un truc? Ouah, parfait. Attendez, il y a des trucs anatomiques là-dedans. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça doit être le... Donc c'est le NTS, pardon. Euh, Ah oui, donc c'est cette partie-là. Ça, ça ne m'aide pas du tout. Putain. Euh... Je sais pas quel est ce truc-là. Ça doit être un truc hyper... Enfin, c'est un truc hyper... Ah tiens, il y a peut-être un truc là-dedans. Ah! Je crois qu'il y a un truc là-dessus. Alors attendez. Voir l'image. Ah ouais, mais ouais, c'est... Ouais. Putain, mais je sais pas où je suis là, en fait, c'est chiant. Je dois être dans le tronc... Ouais, parce que là, c'est un ventricule. C'est relou. Ok, oui, là on doit être dans le tronc cérébral, c'est une coupe du tronc cérébral, je suppose. Et ouais. En fait, là on voit un peu le système qui est le système gustatif, je sais pas si ça le dit, et notamment qui est lié à la langue. Donc là, en gros, vous avez, c'est un peu schématique, hein, enfin c'est totalement schématique. Et en gros, ce qu'on voit, c'est que alors là, en gros, on a le nerf qui provient de la langue, qui envoie de l'information donc au noyau gustatoire gauche, qui est un noyau cérébral situé dans le... Enfin, je suppose, qui est situé dans le tronc cérébral. Oups. Ensuite, le neurone qui est situé ici, où on a donc une synapse entre le, ce noyau provenant de la langue, pardon. Ce noyau passe dans le tract du thalamus solitaire, je sais pas quoi, et renvoie cette information. Il va se connecter à un autre noyau, à un autre neurone dans le noyau du thalamus postéromédial ventral gauche. On fait de la bonne anatomie là. Donc en gros dans le thalamus quoi. Et ensuite ce qui est vachement intéressant c'est que ce neurone là qui a récupéré l'information va renvoyer bah, du coup l'information cérébrale dans le cortex gustatif primaire.
qui est situé dans, l'insula antérieure et l'operculum frontal, je sais pas du tout où c'est situé. Mais bref, du coup, c'est ici. Et là, c'est une coupe de notre cortex, en plein milieu comme ça. Là, ici. Donc voilà. Enfin, peut-être un peu avant, un peu, je sais pas trop où exactement, mais voilà. Du coup, là, on voit un peu la mécanisme, enfin la mécanique, l'anatomie de comment est-ce que, ce qu'on sent sur la langue, eh bien, est envoyé dans notre cerveau. C'est une suite de, 3 neurones. Et vous avez très souvent un système qui est similaire dans l'intégralité de notre corps à propos de la, perception. C'est-à-dire que, si vous j'en sais rien, si vous brûlez sur la main ou si vous compressez la main, bah, la douleur, alors c'est un peu plus complexe, hein, mais je simplifie un peu, bah, elle va suivre un peu un mécanisme, similaire. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir un neurone qui va envoyer cette information dans, donc parce que du coup vous avez un neurone qui détecte, la compression dans votre doigt. Ce neurone, il va envoyer l'information dans un autre neurone qui est situé dans la moelle épinière. Ce deuxième neurone va envoyer cette information dans un autre centre, typiquement, le thalamus ou un endroit, par ici quoi, un peu un centre, pardon, intégrateur de l'information, à la base du cerveau. Et ce troisième cerveau va à son tour renvoyer l'information dans un cortex primaire et notamment les cortex primaires sensoriels, qui vont du coup, bah, déterminer où est-ce que enfin, si vous voulez, c'est un peu la prise de conscience de la douleur, quoi. Donc voilà. Je fais un peu de neuroanat, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais voilà un peu comment ça fonctionne, quoi. Vous avez pas en fait un, neurone qui, part de votre petit doigt et qui envoie directement l'information dans le cortex. Non, non. Vous avez, une suite comme ça de neurones. À chaque fois, ça fonctionne, toujours de cette manière et de souvenir, ça fonctionne exactement de la même manière dans le sens inverse. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, vous souhaitez bouger votre main, bah, ou n'importe quel muscle, eh bien, vous avez un premier neurone de votre cortex primaire moteur qui va envoyer l'information, alors soit dans un centre un peu intégrateur comme le thalamus ou peut-être dans le cervelet ou je sais pas trop où, qui à son tour va renvoyer l'information via la moelle épinière, tac, et ensuite ça va se connecter à un neurone qui va, envoyer l'information à votre muscle pour qu'il se contracte. Voilà. Et en fonction de si la cible du mouvement est, un membre supérieur, donc les bras, ou un membre inférieur, ou, je sais pas moi, les abdos ou un truc du genre, un muscle du tronc, eh bien, en fait, le neurone qui va être projeté dans la moelle épinière, eh bien, ne va pas, si vous voulez, se connecter au troisième neurone au même étage. Si, par exemple, je veux contrôler la mâchoire, bah, le neurone, bah, c'est un peu comme ici, quoi. En fait, ce neurone-là qui part de là pour aller dans le thalamus, bah, il va être à cette hauteur-là dans la moelle épinière, au niveau du cou, je simplifie un peu. Il va pas être au niveau, des lombaires, quoi. Et c'est un peu pareil avec les bras, quoi. Si vous voulez, si jamais je veux bouger mon bras, eh bien le neurone, qui, va projeter l'information dans la moelle épinière, eh bien il va s'arrêter à peu près au niveau des épaules, quoi. Parce que, bah, c'est juste plus simple, quoi, enfin c'est le plus rapide, quoi. Et à l'inverse, pour les jambes, il va falloir descendre aux lombaires, voire même encore plus bas. Donc voilà. Et ça marche, hein, encore une fois, dans les 2 sens, en fonction de si on souhaite envoyer une information de notre cerveau jusqu'à un muscle efférent. Donc, ah oui, muscle efférent, c'est, ce qu'on appelle c'est un efférent, c'est ce qu'on appelle un effecteur, donc c'est quelque chose qui réalise une action. Et un afférent, c'est un capteur sensoriel, typiquement la langue, qui va capter une information et qui va la renvoyer à notre cerveau pour qu'il la traite. Donc voilà. Ouf. Je pensais pas, vulgariser ça comme ça,
mais voilà. Bref, on en était où? Ah oui, donc du coup, alors attends, on va, revenir, OK, donc oui, du coup, lorsqu'ils avaient, hem, OK. Donc même lorsque les souris ne pouvaient pas, sentir le gras, elles étaient quand même malgré tout, heu, dirigées vers la consommation de ce gras et ils avaient observé que c'était donc des neurones dans le, noyau codé du tract solitaire qui étaient déclenchés, dans donc le tronc cérébral. Et donc, ce qui était assez intéressant, c'est que le noyau codé du tract solitaire était également impliqué dans, la préférence pour le sucre. Ce qui n'est pas, très, très étonnant, je pense, mais bon. Hem et donc la docteur Lee a ensuite, trouvé les, lignes de communication qui, bah, portent le message jusqu'au, noyau codé du tract solitaire. Et en fait, ils ont apparemment observé que les neurones du nerf vague, qui font également le lien entre l'estomac et le cerveau, eh bien, étaient également déclenchés enfin, oui, on observait qu'ils étaient également en activité lorsque lorsque la souris avait de la graisse dans leurs intestins. Donc le nerf vague, c'est un des plus gros nerfs du cerveau, enfin de notre corps pardon, qui est tout un ensemble de, neurones qui font la connexion donc entre les intestins et le cerveau. Et c'est souvent si je me trompe pas, c'est souvent une cible en thérapie, parce que c'est un des nerfs qui est hyper important, hyper fondamental, donc voilà. Avoir identifié les, machineries biologiques qui implique, la préférence pour la souris, enfin de la souris pour le gras, et bien la docteur Lee a ensuite essayé de, regarder enfin les intestins eux-mêmes et notamment les cellules endothéliales qui tapissent les intestins. Donc en gros les intestins, si vous voulez, quand on en fait une coupe, si je me trompe pas, enfin vous avez plusieurs couches de cellules et alors je sais plus du tout comment ça fonctionne, hein, mais donc du coup parmi, cette couche de cellules, vous avez des cellules endothéliales et chacune des couches a un peu, une fonction particulière, alors je sais pas du tout à quoi ça sert parce que, j'y connais rien, mais ça fonctionne comme ça et de manière, générale, tous les tissus biologiques, fonctionnent en plusieurs couches de cellules différentes et encore une fois, chacune a une fonction. Elle a observé 2 groupes de cellules qui envoyaient des signaux aux neurones, vagaux, donc du nerf vague, en réponse à, la présence de gras. Un groupe de, un groupe de cellules fonctionnait comme étant un capteur général de nutriments essentiels, donc en fait, il détectait pas uniquement, la graisse, mais également le sucre et les acides aminés. Le, 2e groupe de cellules, cette fois, répondait uniquement à la graisse et donc, bah, potentiellement, ça aide le cerveau à distinguer les graisses d'autres substances dans les intestins. Ce qui du coup est vachement intéressant parce que du coup ça signifie que, en réponse à, l'activation de ce type de cellule-là et bien du coup le cerveau va pouvoir activer des, mécanismes qui vont spécifiquement et bien se charger de traiter la graisse. Hem, alors ensuite, la docteure, Lee a, été encore plus loin, en bloquant l'activité de ces cellules en utilisant une drogue. Hem et donc le fait de les arrêter, eh bien, hem
empêchait les neurones, vagaux de répondre à la graisse dans les intestins. Et donc elle a utilisé ensuite des techniques génétiques pour désactiver, soit les neurones vagaux eux-mêmes, soit les neurones dans le, noyau codé du tract, tract quoi? Tract solitaire, ouais. Et dans les 2 cas, eh bien, la souris perdait l'appétit pour la graisse. Donc ça signifie que les neurones vagaux et les, neurones du, noyau codé du tract solitaire sont impliqués dans la chaîne de, enfin, je suppose que ça veut dire ça, dans la chaîne de propagation de l'information de, l'estomac vers, le neurone. Ce qui est vachement intéressant. Et donc on voit bien en aucun cas que ça permet d'aider à résoudre l'obésité, mais bref. Ces interventions, à chaque fois, vérifiaient que chacune de ces étapes biologiques de l'intestin vers le cerveau était critique dans, enfin pour en fait une réponse d'un animal face à, la graisse. Et ces expériences apportent également une nouvelle stratégie pour changer les réponses cérébrales, à la graisse et potentiellement du coup, bah, le comportement vis-à-vis de cette nourriture. Alors là, par contre, où ça peut potentiellement être intéressant, c'est pour les personnes qui sont en obésité, mais vraiment en cas enfin, en cas d'obésité morbide et qui potentiellement du coup, bah, chercheraient à peut-être changer leur comportement et on pourrait peut-être supposer à la limite, utiliser un traitement qui bloquerait potentiellement, certains nerfs, mais enfin franchement c'est jouer à des sorciers, hein. Donc c'est pas moi qui qui prendrait ce type de traitement, je pense. Mais surtout enfin, bref. Oui, alors à la limite pour le diabète, voilà, ils disent qu'aujourd'hui à peu près, 500 millions de personnes souffrent de diabète dans le monde. La surconsommation de, nourriture, appauvrie, nutritionnellement, ultra, transformée et riche en, sucre et en graisse a un impact dévastateur sur la santé humaine, notamment parmi les personnes qui ont des faibles revenus et dans des, minorités ethniques. Là, enfin le mieux on comprend en fait comment cette nourriture «hijack» entre guillemets la machinerie biologique qui sous-entend le goût et l'axe, intestin-cerveau, eh bien le plus d'opportunités on aura pour intervenir. Donc, heu, alors vous allez probablement me dire: «Oh putain mais ce type, il est même pas chercheur, mais il est en train de dire que les chercheurs qui ont un doctorat, qui sont même en train de faire un postdoc, ils lisent de la merde». Bah oui, vous m'excuserez, mais ils disent de la merde, parce que c'est pas avec la psycho et encore moins avec des neurosciences qu'on va mieux comprendre comment est-ce qu'on va faire face à l'obésité. Bref. Hem, Putain et là vous avez même un prof de neurosciences de l'université de Californie, donc Los Angeles ou ah non, là pardon, San Diego, qui n'était pas impliqué dans, cette étude-là, mais qui met en évidence le potentiel pour améliorer la santé humaine. Oui bon, doucement coco dans des cas précis. Hem, OK, donc ce professeur-là dit que cette étude, assez intéressante enfin apporte enfin met en avant en tout cas les molécules et les cellules qui rentrent en jeu, dans le désir pour le gras pour les animaux. Hem, la capacité des chercheurs à contrôler ce désir peut éventuellement mener à des traitements qui peut non, je vais pas finir la phrase. Mais en tout cas, alors, l'étude est vachement intéressante parce que, bah, oui, ça met en évidence du coup les en fait, les mécanismes, neurologiques qui sont impliqués dans, le goût et là, ici, plus particulièrement dans, la sensation pardon, la détection de la graisse et
bah, le «goût» entre guillemets de la graisse, mais jamais ça va servir à limiter l'obésité, non, jamais. Alors attendez, par contre, il y a un truc qui pourrait être vachement intéressant pour continuer un peu sur la notion de, axe, cerveau-intestin. Alors attendez, il faut juste que je me mets juste en full screen, enfin en full cam plutôt. Heu, faut que j'aille chercher, tac, sur YouTube. C'était une conférence d'une de mes profs de, Chambéry, alors faut juste que je le retrouve. Hem Qui, en gros à Chambéry, ils font un truc qui est trop, trop bien. C'est, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais, du coup quand je retrouverai. Heu et en gros, ce qui est trop bien, c'est qu'ils font des, ouais, parfait, psychologie. Ils font en fait des, sortes de enfin pas des séminaires, c'est des conférences grand public où ils vulgarisent les travaux, et c'est des les chercheurs qui font eux-mêmes, cette vulgarisation-là. Ce qui est trop, trop bien, j'adore. Ouais, ça s'appelle les amphis pour tous et attends. Ah bah tiens, ouais, attends, l'amphi pour tous et alors je sais pas si c'est un truc qui est fait dans d'autres facs ou quoi, hein, mais en tout cas, si vous êtes, dans, les alentours de Chambéry ou Annecy ou, je crois que des fois ils vont à Albertville aussi, heu, ils font ça alors attendez, tac, hem, hop alors, et il y a plein de thématiques, hein, c'est pas juste de la physique, enfin de la physique, je dis ça parce que là, il y a un truc activité physique. Hem, c'est pas un truc que de psycho, vous avez clairement plein de trucs. Alors forcément, souvent, c'est un peu en lien avec, les trucs un peu plus locaux, comme, j'en sais rien moi, la glace enfin les glaciers, les trucs du genre quoi. Hem et vous avez aussi des trucs qui sont un peu plus, bah, psycho. En vrai, il y a pas mal de trucs de psycho parce que le LIP et le LPNC qui sont les 2 laboratoires de psycho de l'université de Chambéry et également c'est les mêmes que ceux de Grenoble. Ils sont vachement présents dans ces, trucs-là et c'est trop bien. Là, il y a un truc, de Morgane, Métral, si je me trompe pas de son nom. Heu, ouais, la prof qui m'avait foutu 19,75 alors que je pouvais avoir 20 en stats, juste parce que mon graphique était moche. Heu, qui est spécialiste de l'anorexie mentale et de l'obésité, elle a fait un truc là-dessus. Donc voilà. Attendez, il faut juste que je vous retrouve le truc. Heu, parce que du coup, je me souviens alors comment elle s'appelle? Sonia Pélissier, voilà. C'est la chercheuse qui bosse sur le lien entre cerveau et intestin et voilà, ouf, j'ai trouvé. Hop là. Alors là, vous avez aussi la playlist, avec, mais c'est pas très grave. Ou ouais, tac. Je vais faire plutôt ça. Tac. Hem, tac. Attends, je vais juste, hop, copier le lien, comme ça je vous le mets dans le chat. Tac. Donc ça, c'est la conférence de Sonia Pélissier sur, hop, alors attendez, je vais vous montrer. Hop, sur donc les tac, le dialogue entre donc, bah, comme elle le dit, les intestins et le cerveau et bah, justement c'est un truc grand public, hein, vulgarisé et tout, où elle explique, bah, justement comment est-ce que bah, comment est-ce que ça fonctionne en fait tout ça. Et je suis quasi sûr qu'à un moment, elle doit évoquer des trucs genre, comportement, de santé et tout. Mais voilà. Cette prof est trop bien, au passage. Mais bref. Bref, alors voilà. Au cas où ça dure 50 minutes, mais c'est trop, trop bien et alors je pense que alors attendez, je pense que vous devez avoir voilà, les amphis pour tous. Tac. Vous avez plein de trucs donc.
Vous avez des trucs, bah, tiens, sur les GAFA, voilà. Bah, l'écologie et des lacs d'altitude, hein, un truc, du coin. Handicap, réalité corporelle ou construction sociale, et cetera, et cetera. Et vous avez donc des trucs également, en lien avec la psycho. Voilà, le rêve, ce que nous apprennent les neurosciences, c'est qui? Jean-Baptiste Eichenlaud, désolé, de la prononciation absolument, dégueu du nom. Alors que je connais pas, mais je crois que je me suis fait arnaquer sur ce prof. Il était prof à Grenoble, je crois, avant, et au moment où moi j'ai fini ma licence à Chambé et que je suis parti à Grenoble, il est allé à Chambé. Donc je me suis fait arnaquer de ce prof-là. Là, donc vous avez le truc de, Morgane Métral sur l'anorexie mentale et l'obésité, et donc le cerveau là-dedans. Et vous avez d'autres trucs, il y a des trucs qui sont trop, trop bien. Bah, la divagation de la pensée, alors c'est qui? Thierry Adlani, je crois, qui fait ça. Bref, voilà, trop, trop bien. Si jamais ça vous intéresse, je vous recommande chaudement les, replays des, Amphi pour tous, c'est trop, trop cool. Donc voili voilou. Mais bon, en tout cas, nous sur ce, cette soirée revue de presse psychologique s'arrête là, parce qu'il est, eh bien minuit. Bon, c'est un peu, relou parce que du coup, il y a eu la coupure en plein milieu, mais bon bref, c'est un peu chiant pour moi, mais pas très important. En tout cas, j'espère que pour vous, le live aura été très cool. Pour moi, comme d'hab, c'est un réel plaisir de le faire. Hem et puis voilà, est-ce qu'il y a un truc que je dois vous dire? Oui, jeudi, il y aura un live, encore une fois à 21:00, où on découvrira ensemble une étude scientifique. Donc alors là, c'est un peu, si vous voulez, la nouvelle version des lives, vulgarisation qu'on faisait avant, où, je préparais à l'avance un article, enfin, je préparais la vulgarisation d'un article et où derrière on faisait un post, pour Twitter et autres, et parce en fait je mets pas le format, pour être honnête, et je me dis que là ça pourrait potentiellement être cool de plutôt à la limite faire l'inverse, c'est-à-dire découvrir ensemble directement l'article et ensuite le vulgariser si jamais on le trouve intéressant. Enfin le vulgariser sur, les RS, donc je me dis que ça pourrait être un peu plus intéressant comme format, mais on verra bien. En tout cas, moi, du coup, je vous souhaite rendez-vous jeudi 21:00, et puis voilà. Si jamais, je vous redonne également le lien, tac, de la chaîne YouTube des replays. Attendez, faut que j'aille juste le chercher. Pourrais-tu ah oui, bah oui, du coup, oui, tac, hop, non, là. Voilà, le chat. Là, voilà, comme ça. Vous avez la, chaîne des replays de ce live là, comme ça vous n'allez pas vous emmerder avec Twitch. Ça c'est typiquement le le genre de discours de type qui, passe, sa vie sur YouTube plutôt que sur Twitch, parce que je déteste le player de Twitch. Bref, sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite